Tu dors là? Hein? Ah, mais si tu dois dormir, on se casse. Hein. Non, ça va déranger tout le monde. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Dans Collabra, dans le magazine Collabra Psychologie, une étude de l'Université de Californie est sortie et met en avant, ou en tout cas il en ressort de cette étude, que les réseaux sociaux nous rendent ennuyeux, lisses, fades. Oui. Alors, c'est une étude. Déjà, le panel, c'est 1,3 million en fait, de personnes. Et cette étude a été réalisée en fait entre 2000 et 2020. Donc, une période assez longue pour être parlante. Ouais. Un panel plutôt badass, représentatif. Oui. C'est ça? Représentatif. Panel représentatif. Donc là, on est sur une étude qui, en plus, a vu l'évolution sur 20 ans, depuis 2000. Ça s'est clairement accéléré avec les réseaux sociaux. Donc, ça a pris ça, en fait, en compte, c'est ça? Ouais, la thématique principale, c'était la volonté de se démarquer par rapport aux autres. Et ça prenait au crible, en fait, 3 facettes. La première, c'était l'inquiétude face au regard des autres. Notre désir d'enfreindre les règles et la volonté de défendre ses convictions en public. Donc, au milieu de tout ça, sur ces 20 années, les réseaux sociaux en fait ont eu un impact significatif et du coup, ça nous a permis d'étudier comment la tendance qu'on prenait et ce que nous sommes devenus en définitive. Et alors, qu'est-ce qu'on est devenu justement? Ça conclut sur quoi? Des grosses merdes. Des grosses merdes. Alors, on va revenir dans le détail, mais ça a fait sortir 3 tendances. La première, en fait, c'est c'est la plus impressionnante, on va dire. C'est notre capacité à nous défendre vis-à-vis d'autrui par rapport à nos convictions, ce qu'on pense, etc., qui a chuté, en fait. Et là, ils mettent un pourcentage, en fait, qui a chuté d'un peu plus de 6%, 6,52%. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une position où on voit en fait que l'on a de moins en moins la capacité de défendre en fait nos idées, de prendre des risques, d'affirmer en fait notre différence. Alors, voilà. C'est de moins en moins la capacité ou c'est de moins en moins on n'ose plus les défendre? On n'ose plus. Là, on parle en fait parce qu'on peut toujours le faire. Tu sais, dans les repas de famille et compagnie, on réussit à le faire. Mais là, on n'ose plus se mettre en avant ou mettre en avant certaines de nos idées là-dessus. Voilà, on accorde aujourd'hui un poids beaucoup plus important qu'à l'époque, le poids du jugement, le poids d'être moqué, etc., etc. Et du coup, le positionnement que l'on peut avoir est de plus en plus lisse, en fait. C'est un peu ce que dit l'étude. Alors, l'étude met aussi, il me semble, tu m'en as parlé avant, un petit peu en avant, le fait que on parle de réseaux sociaux sur des personnes lambda, pas des influenceurs, etc., etc. Oui, quoique, en fait, on peut y venir. Et ensuite, certains réseaux sociaux où on est exposé en notre nom. Parce que les réseaux sociaux où on crée un profil qui n'existe pas, où on est complètement invisible derrière, les mecs balancent des conneries sans nom et osent même dire les plus grandes saloperies du monde. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est nos propres personnes, on ose moins. Oui, la prise de risque est complètement différente. Complètement. Donc, on ose moins parce qu'on s'expose. Ouais. Et donc, du coup, petit à petit, tout devient plus lisse. Petit à petit, ça devient compliqué de voir une différence entre le positionnement d'un tel ou un tel, en fait. C'est à partir du moment où on n'est plus en position d'incognito, là, on s'aperçoit effectivement que la peur de juger, d'être moqué, en fait, prend le dessus. Et du coup, on ose moins ou avec moins de virulence, en fait, défendre nos idées. On balance des banalités, des phrases toutes faites, des petites choses comme ça, quoi. Oui, voilà, on a tendance à se confondre un peu dans la masse. S'ils font ça, on fait ça. Si on pense ça, faut mettre à peu près qu'on pense la même chose, etc., etc. C'est un peu LinkedIn, quoi.
C'est-à-dire là, c'est marrant parce que j'y pensais vraiment. J'y pensais à vraiment. l'instant. À l'instant. Oh là là, on est connecté. D'ailleurs, LinkedIn, c'est la première période où ils affichent une chute en fait des clics. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que les gens commencent à en avoir marre aussi de cet esprit un peu lisse. Ah oui, alors tu postes quelque chose sur le Dalai Lama. Ah, je poste quelque chose sur le Dalai Lama. Hein, c'est vraiment. Oui, ça enfonce. Ah ouais. C'est nauséeux. Ça, vraiment, ce réseau, en fait, on a l'impression d'être dans quelque chose d'hyper focus. Où tout le monde met une phrase de Mandela, une phrase de Jordan, comme si on était tous des Mandela. Tu récupères. Là, je trouve que l'exemple, je trouve que l'exemple est parfait. C'est un des réseaux où vraiment ça se voit vraiment. Voilà. Les autres, il y a beaucoup de choses, hein, donc ça se voit aussi, mais c'est quand même moins criant. On a l'impression qu'il y a une uniformité bien pensante en fait sur LinkedIn qui est liée justement à on n'ose pas défendre ses idées. Quoi qu'on en dise, hein, je veux dire. Ou même, alors, on parle même pas d'idées, c'est-à-dire faire des choses différentes. Alors, Insta est touché de manière massive, et notamment par les gros faiseurs, c'est-à-dire les gros comptes. Les tout petits comptes, les persos comme le tien, le mien, sont pas impactés. Si j'ai envie de poster un truc en fait qui m'a fait marrer dans la rue, je le fais parce que finalement, ça expose que mes potes, quoi. Globalement, il y a pas grand monde qui va le voir. Mais c'est vrai que cette exposition nous donne aussi lieu, ces réseaux sociaux, étant donné que c'est une visibilité totale, ça expose aux critiques. Et donc on n'a pas envie de ça, donc il y a une forme d'autocensure quelque part, quoi. Faut être conscient qu'on vit dans des espaces en fait qui sont des espaces punitifs. C'est pas des espaces de bienveillance. Si vous regardez un petit peu les vidéos sur YouTube, si vous êtes assez utilisateur, vous verrez énormément de productions de vidéos où ils demandent dans les quelques premières minutes d'être bienveillants en fait dans les réseaux, dans les commentaires. Et ça se fait de plus en plus parce que ça devient des espaces punitifs où sous confort d'anonymat, on se lâche. Et donc du coup, tu parles, tu t'exposes, t'as une idée à contre-courant, on t'assassine. C'est-à-dire en notre nom. On est dans l'ultra-contrôle, voire même dans l'autocensure. Par contre, dès qu'on est invisible, on dit les plus grandes saloperies du monde, ou en tout cas, on ose. Donc, il y a ces deux extrêmes qui sont en train de s'opposer, et donc on n'est jamais dans la mesure. Parce qu'effectivement, sur YouTube, le nombre d'influenceurs qui ont pu dire, je ne sais pas si citer en fait de nom, mais qui ont pu dire ce que vous avez écrit sur un tel, c'est de la saloperie. Je crois que c'était Squeezie après le GP, tout à GP fait. Explorer. Après l'accrochage qu'il y avait eu avec une influenceuse, etc. C'était une catastrophe. Mais là aussi, sous couvert en fait d'un pseudo, n'importe qui balance n'importe quoi, ça devient ridicule. Plus récemment, moi, ça me fait alors penser... qu'il ne le ferait pas dans la vraie vie, quoi. Ouais. C'est impossible. Plus récemment, ça me fait penser à Thibaut InShape, que, alors moi... perso, ces contenus me parlent pas, mais je trouve que le mec, je veux dire l'entrepreneur, travaillant avec sa famille, etc., ne mérite pas, comme sa femme. Il est hyper exposé, ouais. Non, mais il se fait défoncer. Et du coup, on est complètement dans ce, même s'il singe, il copie, etc., ou il essaie d'être original, en fait, du coup, il prend un risque, il s'expose et ça va pas. Et quand il pose une opinion, ça va pas non plus. Malheureusement à contre-courant, de toute façon, c'est terminé. De toute façon, quelles que soient les opinions des uns et des autres, ça va jamais. Non. Celui qui s'exprime pas, tu sais, il y a eu une interview comme ça d'Omar Sy qui s'exprime pas du tout, on lui reprochait de pas s'exprimer. Quand tu t'exprimes, on te reproche en fait d'être dans tel ou tel camp. On n'est pas là pour juger, nous aussi on a nos avis, peu importe, en fait ça nous regarde, mais voilà, on leur saute dessus assez facilement. Il y a un très bon sketch en fait d'Haroun. Tu regarderas si tu l'as pas vu, en fait, sur l'atteinte du point Godwin, notamment sur X, sur l'ancien Twitter, où ça va immédiatement dans l'insulte totale. Et lui, il faisait un parallèle avec, mais dans la vraie vie, si je vais à la boulangerie et qu'il y en a un qui demande un pain au chocolat, je lui dis non, c'est chocolatine, et que l'autre te dit FDP, et que le deuxième répond nazi, c'est-à-dire le point Godwin arrive au 4e commentaire sur X. Non mais c'est quand même
c'est fabuleux, quoi. C'est pour C'est-à-dire, ça que c'est un bon réseau. on est. Non, mais là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, on est sur le mot nazi au 4e commentaire. Donc, dans la vraie vie, personne ne se comporte comme ça. Donc, vraiment, sous couvert. Donc, on revient à cette étude-là qui fait que, à un moment donné, on devient lisse à titre perso. On s'auto-censure. On s'auto-censure là-dessus. Là, on a parlé des personnes lambda, mais tu parlais des influenceurs. On a fait un petit truc sur les influenceurs. Les influenceurs deviennent aussi hyper lisses et voire très chiants parce qu'ils récupèrent les uns les autres. Tiens, il y a une vidéo qui a bien marché. Ouais. Thibaut Inchep, c'est un spécialiste pour ça parce qu'il a explosé. En fait, il est numéro 1 maintenant en nombre de vues, je crois, hein, sur YouTube. Mais parce qu'il a juste récupéré. Oui, il récupère des tendances, des trends. Il récupère des trends. Il fait beaucoup de veille. Il se met. Ah oui, lui c'est que de la veille, quoi. Il récupère et terminé. Et du coup, tu retrouves sans cesse les mêmes contenus, quoi. C'est-à-dire que même ces mecs-là, ils sont dans des bulles où ils font les mêmes jeux, les mêmes ceci, les mêmes cela, et tu t'arrives à t'emmerder, à moins d'avoir une méga personnalité, mais t'arrives à t'emmerder. Ouais, mais pour ça, TikTok, c'est un enfer. Ça se défend parce que si on se place du point de vue en fait de l'audience, les gars, par exemple, les gars qui regardent Timbo InChef, qui regardent pas forcément, etc. Ils sont pas forcément en fait soumis au même contenu, un peu copier-coller, quoi. Sauf que si tu as regardé une ou deux fois en fait ce type de vidéo, l'algorithme comprend que tu aimes bien ces mêmes vidéos et donc tu vas te cogner. Instagram est catastrophique pour ça, par exemple, si tu ralentis sur un son, parce que tu as bien aimé le son, ou tu ralentis sur une vidéo, je crois que les 2-3 prochains réels, tu vas avoir en fait 3 réels avec le même son. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça devient une débilité sans nom. Donc les mecs nous abrutissent. Donc bon, c'est un autre sujet, mais ça devient beaucoup plus lisse. On voit les mêmes choses. Et c'est de moins, je trouve, moi, perso, je trouve que c'est de moins en moins créatif. D'ailleurs, tu vois, là, en prenant ce positionnement, tu t'exposes. Donc, tu vas te faire déboîter. Oui, et ils sont 4 à nous écouter. J'ai pas de compte, donc ils viendront pas. Pas de compte, ils peuvent pas me trouver. Voilà, je suis introuvable. Et ton adresse, on peut donner ton adresse et ton numéro de téléphone si tu veux. Oui, à la fin du podcast, voilà. Comme d'habitude. Et après. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question à te poser. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce que ça provoque, justement, ce genre de... le fait en fait que grosso modo qu'on n'ose jamais, je pense que il me piège. T'as vu le professeur qui me pose des questions. Je pense que ça doit générer de la frustration beaucoup et qui d'ailleurs se renvoie dès qu'on est invisible. Cette frustration en fait est rejetée sur les comptes invisibles. Je pense que ça doit générer de l'anxiété, notamment chez les jeunes, pas que, mais je pense que les jeunes sont hyper exposés à ça, donc il doit y avoir de ça. Et ensuite, de la peur. Je pense qu'il doit y avoir énormément de peur interne à se dire, tiens, j'aimerais bien répondre ça. Lui, je pense qu'il dit une grosse connerie, mais si je réponds ça, je vais me prendre en fait une armée dans la gueule. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de peur. Ouais. C'est vrai, il y a anxiété, culpabilité, etc., et surtout en fait de la violence. Ça génère en fait des paroles ultra violentes, très acides, et du coup, pour ne pas être confronté à ça, on fait profil bas. Donc tu te retrouves avec des échanges relativement neutres. T'as l'impression que tout le monde est d'accord. Donc ça fait globalement, c'est assez compliqué en fait. Ça se retourne contre nous en fait. On était dans des réseaux sociaux, on était abonnés en fait à nos amis, etc. On partageait en fait des choses à des choses où on partage plus grand chose. Grosso modo, on suit le groupe et du coup, qu'on le veuille ou non, ça impacte fortement en fait notre psychologie, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, on voit plus ce que postent les amis en priorité sur quel que soit le réseau. D'ailleurs. On en a parlé. Ce sont plus des réseaux sociaux, mais des médias d'intérêt. Voilà, tu t'intéresses à ça. T'as ralenti sur une petite musique, machin, et boum, tu te prends. Tu te le fais, donc tu vois pas en fait tout ça. Et puis il y a l'effet de panurgisme aussi, c'est-à-dire que dès que tu es sur un sujet touchy et que tu as envie d'en discuter parce que t'es pas tout à fait d'accord, la discussion est clairement impossible sur les réseaux et tu peux te prendre en fait 10, 15 à partir du moment où il y en a un qui dit ça et qu'il y en a 3 autres en fait qui suivent, tu peux te prendre une
pluie, une volée d'insultes sur rien du tout. Alors que bon, t'es moyennement d'accord, tu l'as dit, terminé. Mais c'est plus sujet à conversation en réalité. C'est juste sujet à comment dire en fait, à regarder, à subir des contenus, à les regarder, à les subir, c'est peut-être un gros mot parce que globalement en fait les personnes les aiment bien, mais ça a généré ça. Une étude franchement hyper intéressante qui en dit beaucoup sur nous et qui en dit beaucoup. Alors moi j'ai 2 gamins, toi aussi, qui en dit beaucoup aussi sur l'évolution, sur ces générations-là. Ça peut faire peur. Si je fais un parallèle, t'as parlé d'anxiété, de peur, tout ça. Dernièrement, j'ai une étude qui ne nous concerne pas, mais ça peut faire un lien. Notamment chez les jeunes filles entre 2000 et 2023. Il y a eu 70% de cas de crise d'anxiété, de visite chez un psychiatre, etc. pour gérer tout ça, d'explosion. Et eux, même s'ils ne l'ont pas encore mesuré, cet état-là en fait est réel, et notamment chez les filles, beaucoup plus en fait que chez les garçons. Et avec des états d'anxiété et des états dépressifs beaucoup plus importants en termes de volume, en France comme ailleurs. Et je pense que c'est intimement lié aussi à tout ça, quoi. Je pense positionnement. Donc tu vas me juger, c'est ça? Oui, de toute façon, on y... Bon, on y va. Bien, on s'en fout. Allez, on y va.